Avez-vous déjà eu le sentiment d'être trahi par les personnes en qui vous aviez le plus confiance? Vous savez, ces moments où vous réalisez que ceux que vous avez aidés, soutenus, aimés sans condition, sont les premiers à vous tourner le dos? Imaginez que vous consacriez des années de votre vie à économiser chaque centime, à faire des sacrifices, à renoncer à des plaisirs simples juste pour aider votre famille. Imaginez que vous mettiez tout ce que vous avez dans un projet qui n'est pas seulement un investissement financier, mais un investissement émotionnel. Et puis un jour, boum, la vérité éclate. Ceux que vous pensiez être reconnaissants, ceux qui vous avaient promis loyauté et amour, vous poignardent dans le dos sans le moindre remords. Comment réagiriez-vous si un membre de votre famille vous volait non seulement votre argent, mais aussi vos rêves, vos sacrifices, votre avenir? C'est exactement ce qui est arrivé à Emily. Son histoire est à la fois choquante et inspirante, remplie de rebondissements qui vont vous scotcher jusqu'à la dernière seconde. Alors restez bien avec moi, et avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Vous êtes prêts? Alors, plongeons dans cette incroyable aventure. Je n'aurais jamais imaginé que la personne qui me trahirait le plus dans ma vie serait ma propre mère. Ce soir-là, alors que je rangeais les derniers dossiers sur mon bureau, mon téléphone vibra. Maman s'affichait sur l'écran. Mon cœur se serra instinctivement. Elle ne m'appelait jamais pour de bonnes nouvelles. « Maman ?» dis-je en décrochant. « Ma chérie, on a besoin de toi. » Son ton dramatique me mit immédiatement en alerte. Depuis toujours, mes parents avaient une façon bien particulière de se sortir des problèmes. Comptez sur moi pour les résoudre. J'avais 32 ans, une carrière stable en tant qu'ingénieur et un bon salaire, mais chaque fois que je pensais enfin pouvoir vivre pour moi-même, une nouvelle urgence surgissait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en soupirant. « On va perdre la maison, Emily. La banque veut la saisir. Nous avons essayé de négocier, mais ils ne veulent rien entendre. On doit quitter les lieux dans 2 mois. » Mon estomac se noua. Mon père, Philippe, était un bon homme, mais il n'avait jamais su gérer l'argent. Ma mère, Isabelle, avait toujours pris sa défense, trouvant 1000 excuses pour justifier ses erreurs. Et mon demi-frère, Julien, eh bien, lui, il vivait dans un monde à part. À 38 ans, il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Son truc, c'était les grands projets qui échouaient toujours, crypto-monnaie, restauration, start-ups. Il réussissait toujours à convaincre mes parents de l'aider financièrement, vidant au passage toutes leurs économies. « Combien vous devez ?»« 175 000 €. J'eus un haut le cœur. C'était l'exact montant que j'avais mis de côté depuis 10 ans. L'argent que je voulais utiliser pour acheter mon propre appartement. Je ne sais pas, maman. C'est tout ce que j'ai. S'il te plaît, ma chérie. On ne te demanderait pas si ce n'était pas si grave. On n'a personne d'autre vers qui se tourner. On te remboursera. On te remboursera. » Ces mots n'avaient plus aucun sens à mes oreilles. J'avais déjà prêté des milliers d'euros que je n'avais jamais revus. Mais cette fois, c'était différent. C'était la maison où j'avais grandi. « Si je fais ça, la maison sera à mon nom, » dis-je fermement. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Un silence. Puis un rire nerveux. Bien sûr, on comprend. Tu es si généreuse. Je raccrochai, le cœur lourd. Je venais de prendre une décision qui allait changer ma vie. Quelques semaines plus tard, après d'innombrables rendez-vous avec la banque, des signatures de documents et une série de formalités administratives, la maison était officiellement sauvée. Et surtout, l'acte était bien à mon nom. Le jour du déménagement, mes parents étaient radieux. Mon père me serra fort dans ses bras, les yeux brillants d'émotion. « Tu es un ange, Emily. »« Oui, vraiment, ma chérie, » ajouta ma mère. « On ne sait pas comment te remercier. » J'esquissai un sourire, mais quelque chose clochait. Julien était là aussi, regardant la maison avec un air satisfait. Depuis le début, il s'était montré étrangement silencieux sur toute cette affaire. Pourtant, je savais que lorsqu'il était silencieux, c'était rarement bon signe. « Alors, Julien, » lançai-je en posant mes mains sur mes hanches. « Tu cherches déjà une pièce pour y installer ton bureau ?» Il sourit d'un air faussement détendu. « Peut-être. Cette maison est un bon investissement. » Le mot investissement me fit tiquer. Il n'avait jamais rien investi d'autre que l'argent de mes parents dans ces projets foireux. Je balayai mes doutes. J'avais signé les papiers. La maison était à moi. Un mois plus tard,
ma mère insista pour organiser une fête de crémaillère. C'est important pour la famille, Émilie. Tout le monde doit voir ce que tu as fait pour nous. Bien que réticente, j'acceptai. La maison était joliment décorée, la table dressée avec soin, et les invités affluaient. L'ambiance était joyeuse, jusqu'au moment où ma mère prit la parole. Je tiens à remercier tout le monde d'être là aujourd'hui, dit-elle en levant son verre. Et surtout, un immense merci à ma fille Émilie, qui a sauvé cette maison. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Je baissai la tête, un peu gênée. Mais, poursuivit-elle, il est aussi important de faire ce qui est juste. Et aujourd'hui, nous avons pris une grande décision. Un frisson me parcourut. Nous avons transféré l'acte de propriété au nom de Julien. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Mon souffle se coupa. Quoi? Soufflai-je. Ne sois pas dramatique, Émilie, soupira ma mère. Julien a une famille à nourrir. Toi, tu es jeune, indépendante. Tu peux toujours te refaire. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Je venais de me faire voler. Julien affichait un sourire satisfait, comme s'il venait de gagner à la loterie. C'est une blague, pas vrai? Non, dit mon père d'un ton détaché. C'est une décision familiale. Les invités se regardaient, mal à l'aise. Mon amie Sophie, debout près de la cuisine, me lançait un regard inquiet. Elle savait combien j'avais sacrifié pour cet argent. Je sentis une colère froide monter en moi. C'est ma maison. Ma mère leva les yeux au ciel. Tu es ingénieur, tu vas vite économiser à nouveau. Tu sais que ton frère en a plus besoin que toi. Mes mains tremblaient. Je regardais autour de moi, cherchant du soutien, mais personne n'osait intervenir. C'est là que je compris. Il n'avait jamais eu l'intention de me laisser garder cette maison. Et surtout, il pensait que j'allais accepter cela sans rien dire. Mais il se trompait. Je pris une grande inspiration et levai mon verre. Merci, maman. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Elle me regarda, perplexe. Merci de m'avoir montré que je ne peux plus faire confiance à ma propre famille. Je posai mon verre sur la table et pris mon sac. Tu vas où? Demanda Julien en riant. Je me tournai vers lui, un sourire glacé sur les lèvres. Je vais m'assurer que ce vol ne reste pas impuni. Et sans un mot de plus, je quittai la maison qui, 1 heure plus tôt, m'appartenait encore. Mais ils allaient vite regretter de m'avoir sous-estimé. L'air frais de la nuit me frappa en plein visage alors que je quittais la maison. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il m'avait trahi. Pas une simple erreur. Pas un malentendu. Non, un vol prémédité, orchestré par ma propre mère. Je marchais dans la rue, essayant de reprendre mon souffle. Mon téléphone vibra. Sophie. Où es-tu? Demanda-t-elle d'une voix inquiète. Je suis dehors. J'avais besoin d'air. Je viens te chercher. Reste là. Je n'avais pas la force de refuser. Quelques minutes plus tard, la voiture de Sophie s'arrêta devant moi. Je montai sans dire un mot, le regard fixé sur mes mains tremblantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle. Je lui racontai tout. L'acte transféré. Les justifications absurdes. L'indifférence totale de ma famille face à ma colère. Ils ne peuvent pas faire ça, s'exclama Sophie. Ils l'ont déjà fait. Mais c'est illégal, non? Je haussai les épaules. Je n'étais pas avocate, mais quelque chose me disait que cette histoire n'était pas aussi simple qu'il le prétendait. Tu as signé des documents? Je secouai la tête. Juste ceux pour acheter la maison. Après ça, je n'ai rien signé. Sophie freina brusquement. Alors comment ont-ils pu transférer l'acte sans ta signature? Un frisson glacé parcourut mon échine. Elle avait raison. Je dois voir un avocat. Mon cousin, Adrien, est spécialisé en droit immobilier. On l'appelle? Oui. Sophie prit son téléphone et composa un numéro. Quelques minutes plus tard, elle raccrocha. Il peut te voir demain matin. Je fermai les yeux. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir, mais une chose était sûre, ils allaient regretter de m'avoir sous-estimé. Le lendemain matin, je me réveillai après une nuit presque blanche. Sophie m'accompagna chez Adrien, un homme à l'allure soignée qui nous accueillit avec un sourire chaleureux. Sophie m'a raconté un peu ton histoire, mais j'aimerais entendre tous les détails.
Je pris une grande inspiration et expliquai tout depuis le début. Quand j'eus fini, Adrien croisa les bras et réfléchit un instant. Tu as dit que tu n'as signé aucun document après l'achat? Aucun. Alors, il y a un gros problème. Mon estomac se noie. Pourquoi? Parce que sans ton consentement, ce transfert est frauduleux. Légalement, ils ne peuvent pas modifier l'acte sans ta signature. Mais alors, comment ont-ils fait? Il sortit son ordinateur et commença à taper. Je vais vérifier le registre immobilier. Quelques minutes plus tard, son expression se durcit. Ils ont déposé un acte de transfert, mais quelque chose cloche. Je me penchai pour voir l'écran. Regarde ça, dit-il en désignant une section du document. Ceci est censé être ta signature. Mon sang se glaça. Ce n'était pas ma signature. Ils l'ont falsifiée, murmurai-je. C'est bien possible. Ma tête tournait. Ils avaient forgé ma signature pour me voler ma propre maison. Que puis-je faire? D'abord, on doit prouver la falsification. Ensuite, on bloquera immédiatement toute transaction sur la maison. Et après? Après, on les poursuit en justice. Je pris une grande inspiration. Fais-le. Plus tard dans la journée, je retournai chez mes parents. Je voulais les confronter. Dès que j'entrai, ma mère leva les yeux au ciel. Encore toi? Émilie, arrête de faire une scène. Arrête de faire une scène? Répétai-je d'une voix calme mais tranchante. Vous avez falsifié ma signature. Son sourire disparut. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, tu ne sais pas? Alors pourquoi Adrien vient de découvrir un faux document avec mon nom dessus? Elle pâlit légèrement, mais Julien, lui, éclata de rire. Tu fais trop de cinéma, petite sœur. Je me tournai vers lui, les poings serrés. Tu crois que je vais laisser passer ça? Et tu vas faire quoi, hein? Nous attaquer en justice? Il haussa les épaules. Bonne chance. Je m'avançai lentement. Je ne vais pas seulement vous attaquer en justice. Je vais vous faire regretter chaque centime que vous m'avez volé. Julien perdit son sourire. Tu bluffes. Et c'est moi. Je vis une lueur d'inquiétude passer dans ses yeux. Il commençait à comprendre que cette fois, je n'allais pas reculer. Mon père, qui était resté silencieux jusque-là, se leva. Émilie, écoute. On a fait ça pour la famille. Pour Julien. Il a une femme, un bébé à venir. Et moi? Demandai-je, ma voix tremblante. Moi, je ne suis pas de la famille? Il baissa la tête. Ce n'est pas pareil. Je sentis mes yeux brûler de larmes, mais je refusai de leur donner cette satisfaction. Très bien. Alors je vais m'assurer que la justice vous traite comme des étrangers. Je fis volte-face et sortis. Derrière moi, j'entendis ma mère murmurer. Elle bluffe? Mais moi, je savais que non. J'étais prête à tout pour reprendre ce qui m'appartenait. De retour chez moi, je reçus un message d'Adrien. Nous avons des preuves solides. On bloque toute transaction dès demain matin. Prépare-toi à voir leur monde s'écrouler. Je souris en regardant mon téléphone. Demain, tout allait changer. Le lendemain matin, je me réveillai avec une étrange sensation de calme. Je savais que cette journée allait être déterminante. À 9 heures précises, je me rendis au cabinet d'Adrien. Il m'accueillit avec un sourire crispé, un dossier épais sous le bras. On a du nouveau, annonça-t-il en s'asseyant face à moi. Mon estomac se noie. Dis-moi tout. Il ouvrit le dossier et me tendit une feuille. D'après le registre immobilier, la maison a officiellement été transférée au nom de Julien il y a 3 semaines. 3 semaines? Répétai-je, abasourdi. Mais, le contrat a été signé il y a 1 mois. Exactement. Ce qui signifie qu'ils ont commencé les démarches pour te voler avant même que l'achat soit finalisé. Un frisson glacé parcourut mon dos. Ils avaient prévu ce coup bien avant. Adrien continua. La signature sur le document officiel ne correspond pas exactement à la tienne. Je suis presque certain qu'elle a été falsifiée. Mais pour le prouver, on va devoir demander une expertise. Je pris une profonde inspiration. Fais tout ce qu'il faut. Déjà fait. J'ai demandé une injonction pour geler toute transaction sur la maison. Je relevai la tête, surprise. Ça veut dire?
Ça veut dire qu'ils ne pourront pas la vendre ni la mettre en garantie tant que la justice n'aura pas tranché. Mon cœur s'emballa. Et ensuite? Adrien s'adossa à son siège, croisant les bras. Ensuite, on les attaque en justice. Quelques heures plus tard, chez mes parents. Je me tenais sur le pas de la porte, frappant avec force. Ma mère ouvrit, son visage se tordant d'irritation en me voyant. « Encore toi ?» Je la poussai légèrement et entrai sans attendre son autorisation. « On doit parler. » Dans le salon, Julien était avachi sur le canapé, un bol de céréales à la main. Il leva à peine les yeux vers moi. « Tu ne te fatigues jamais ?» lança-t-il avec un sourire narquois. Je le fixai, sentant la rage monter en moi. L'acte est gelé. Il cligna des yeux, pris au dépourvu. « Quoi? Vous ne pouvez pas vendre la maison, ni l'hypothéquer. » Ma mère fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai contacté un avocat. Julien se leva brutalement. « Mais t'es folle ou quoi? » Je restai imperturbable. « Je vais récupérer ce qui est à moi. Et vous allez devoir répondre de ce que vous avez fait. » Ma mère s'approcha, tentant un sourire faussement tendre. « Émilie, ma chérie. Ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. » Je la regardai avec dégoût. « Loin? Vous avez falsifié ma signature. » Julien éclata de rire. « Tu n'as aucune preuve. » Je souris en sortant mon téléphone et en lui montrant l'écran. « Dommage pour toi, j'ai tout en copie. » Le sourire de Julien s'effaça instantanément. « Vous avez 3 options, dis-je calmement. 1. Vous annulez la transaction de votre plein gré. 2. Je porte plainte et vous passez devant le juge pour fraude. 3. Je vais voir la police et on parle de falsification de documents. » Julien serra les poings. « T'es sérieuse? » Complètement. Ma mère pâlit, regardant mon père avec panique. « On peut discuter, non ?» murmura-t-elle. Trop tard pour discuter. Je tournai les talons et quittai la maison sous les regards stupéfaits de mes parents et de Julien. 2 jours plus tard, j'eus enfin la preuve définitive. Adrien me montra un document officiel. Les résultats de l'expertise. Et alors? La signature a bien été falsifiée. Je fermai les yeux un instant. C'était officiel. Adrien s'approcha de moi. « Tu veux porter plainte ?» Je rouvris les yeux. « Oui. » Il hocha la tête. « Alors, prépare-toi. Ça va être la guerre. » La tempête éclata le lendemain matin. Alors que je buvais mon café, un vacarme dehors attira mon attention. Je regardai par la fenêtre. Ma mère et Julien étaient devant mon immeuble. Ils frappaient à la porte, furieux. Je descendis lentement. « Qu'est-ce que vous faites ici? Tu veux vraiment nous faire ça? » s'écria ma mère. « À ta propre famille? Je ne vous dois plus rien. » Julien avança vers moi, son regard noir. « Si tu ne retires pas ta plainte, tu vas le regretter. » Je haussai un sourcil. « C'est une menace? C'est un avertissement. » Je croisai les bras. « Alors écoute le mien. Si tu continues, c'est la prison que tu risques. » Il recula légèrement, mais essaya de cacher son inquiétude. « Maman, on s'en va, elle est folle. Vous avez 3 jours pour annuler le transfert. Après ça, je vais jusqu'au bout. » Je rentrai et claquai la porte. 2 jours plus tard, Adrien m'appela. Ils ont contacté leur avocat. Et ils veulent négocier. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Je tenais enfin ma revanche. Je relisais encore et encore le message d'Adrien. Ils veulent négocier. Une partie de moi voulait éclater de rire. L'autre voulait hurler. Après tout ce qu'il m'avait fait, il pensait vraiment que je serais prête à discuter? Mais ce n'était pas le moment d'être émotive. Je devais être stratégique. J'appelai Adrien. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils veulent éviter une procédure judiciaire. Ils sont prêts à trouver un compromis. Je serrai les dents. Un compromis? Ils veulent me rendre ce qui est à moi? Pas tout à fait. Je fermai les yeux. Dis-moi. Ils proposent que Julien reste propriétaire de la maison, mais qu'en échange, il te verse une compensation financière. Je restai un moment silencieuse, incrédule. Et combien? 30 000 €. Je laissai échapper un rire amer. 30 000 €?
Il me vole une maison d'une valeur de 175 000 € et pense que je vais m'agenouiller pour 30 000? Je savais que tu allais dire ça, répondit Adrien. C'est ridicule. Donc il ne compte même pas me rendre ma maison. Non. Je pris une profonde inspiration. Alors dis-leur que la seule option que j'accepterai, c'est la restitution totale de la maison. Sinon, on va devant le juge. Je m'en occupe. 2 jours plus tard, Adrien me rappela. Il refuse de rendre la maison. Je n'avais jamais eu beaucoup d'illusions sur leur honnêteté, mais une partie de moi espérait encore un sursaut de décence de leur part. Dans ce cas, dis-je d'un ton ferme, on passe à l'étape suivante. Bien. J'ai déjà commencé à préparer le dossier. Il est solide. Et combien de temps avant qu'ils reçoivent la convocation au tribunal? Environ 1 semaine. J'eus un sourire froid. Parfait. Le jour où tout bascula. Je venais de terminer ma journée de travail quand mon téléphone sonna. C'était mon père. Je laissai sonner. Puis un deuxième appel. Un troisième. Finalement, un message. Tu dois venir immédiatement. C'est urgent. J'hésitais. C'était encore un piège? Mais la curiosité me poussa à prendre ma voiture. Quand j'arrivai devant la maison, une scène improbable se déroulait sous mes yeux. Julien était dans le jardin, en train de se disputer violemment avec un homme en costume noir. Ma mère pleurait sur le perron, mon père tentait de calmer la situation. Je sortis de ma voiture et m'approchai. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde se figea en me voyant. L'homme en costume se tourna vers moi. Vous êtes Émilie? Oui. Je suis maître Laurent, avocat mandaté par la banque. Je fronçai les sourcils. La banque? Pourquoi? Julien explosa. Tu es satisfaite? Tu as tout détruit. Quoi? L'avocat se racla la gorge. Mademoiselle, votre frère Julien a contracté une hypothèque sur cette maison il y a 1 mois. Je sentis mon sang se glacer. Il a fait QOI. L'avocat hocha la tête. Et il n'a pas honoré les paiements. La banque a donc lancé une procédure de saisie. J'ouvris la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Julien avait hypothéqué ma maison. La maison que j'avais achetée avec mon argent. Je me tournai lentement vers lui. Tu as fait ça? Il évita mon regard. Je devais trouver de l'argent. Et tu as utilisé la maison pour obtenir un prêt? Ça ne devait être que temporaire. Je pris une grande inspiration. Combien? Il resta silencieux. Je serrai les dents. Combien, Julien? 100 000 €. Mon souffle se coupa. Tu as mis la maison en gage pour 100 000 €. J'allais rembourser. Je ris, sans joie. Comment, Julien? Avec un autre investissement génial? Ma mère s'approcha. Émilie, s'il te plaît. On doit trouver une solution. Je la fixai, abasourdie. Tu savais, n'est-ce pas? Son silence fut une réponse suffisante. Je sentis une rage froide m'envahir. C'est terminé. Je me tournai vers l'avocat. Que se passe-t-il maintenant? Il soupira. La maison va être saisie dans 30 jours, à moins que la dette ne soit remboursée. Et si je prouve que la maison m'a été volée? Alors l'hypothèque sera annulée. Je hochai la tête. Parfait. Je regardai Julien. Tu viens de tout perdre. Le lendemain, j'accélérai la procédure judiciaire. Avec Adrien, nous déposâmes une plainte pour fraude et falsification. La justice réagit rapidement. 4 jours plus tard, Julien reçut une assignation à comparaître. Je savais que c'était le début de la fin pour lui. Le dernier coup. 1 semaine plus tard, mon téléphone sonna. C'était l'avocat de Julien. Ils veulent annuler le transfert et négocier. Je souris. C'est trop tard pour négocier. Il hésita. Si vous retirez votre plainte, ils vous rendent la maison immédiatement. Je pris un moment pour savourer cette victoire. Puis je répondis calmement. Je veux la maison, toutes mes dépenses couvertes, et un document signé par Julien et mes parents, où ils reconnaissent avoir falsifié ma signature. Un silence. Puis l'avocat soupira. Je vais leur parler. 2 jours plus tard, la restitution officielle eut lieu. Julien, mon père et ma mère étaient là, assis en face de moi. Un notaire nous présenta les documents. Julien signa en premier, les mâchoires crispées.
Puis ma mère, la main tremblante. Enfin, mon père, qui ne me regarda même pas. Je signai à mon tour. L'acte de propriété m'appartenait de nouveau. Avant de partir, Julien me lança un dernier regard noir. « Tu es contente, maintenant ?» Je souris. « Non. Mais je suis en paix. » Il ne répondit rien. Je pris les documents et sortis de la salle. J'avais gagné. Mais ce n'était pas fini. J'avais une dernière chose à faire. Le lendemain, je mis la maison en vente. Quand ma mère l'apprit, elle m'appela en pleurant. « Pourquoi tu fais ça ?» Je répondis simplement. « Parce que vous avez cru que vous pouviez me voler et vous en tirer. Maintenant, regardez ce que ça vous coûte. » Puis je raccrochai. J'étais enfin libre. Le silence régnait dans mon appartement. Juste le tic-tac de l'horloge et le léger bourdonnement du réfrigérateur. Je fixais l'écran de mon ordinateur, mes doigts tapotant nerveusement le bord de mon clavier. La maison était officiellement à moi. Après des mois de stress, d'humiliation et de trahison, j'avais enfin récupéré ce qui m'appartenait. Mais une question me hantait encore. Que allais-je en faire? Mon instinct me criait de la vendre immédiatement, de tourner la page, de leur prouver que je n'avais plus besoin d'eux. Mais une autre partie de moi voulait leur faire comprendre la gravité de leurs actes. Les laisser goûter à l'incertitude, au doute, à la peur. Alors, au lieu d'annoncer la vente immédiatement, je décidai de laisser planer le mystère. Je gardai le silence. Et ça, c'était la pire torture pour eux. 3 jours après la signature des documents. Le premier appel vint de ma mère. « Ma chérie », commença-t-elle d'un ton mielleux. Je savais déjà où elle voulait en venir. « On pourrait en discuter, non? Après tout, on est une famille. Tu pourrais nous laisser vivre ici encore un peu ?» Je souris ironiquement. « Ah, donc maintenant on est une famille? Ne dis pas ça, Émilie. On ne voulait pas que ça tourne comme ça. » Je laissai planer un silence. « Maman, dans quelques jours, un agent immobilier viendra faire une estimation. Si vous êtes encore là, vous pourrez lui donner une visite guidée. » Un cri d'indignation monta de l'autre côté du téléphone. « Tu ne peux pas nous faire ça. Tu veux parier ?» Je raccrochai. Dès ce moment, ils comprirent que je ne plaisantais pas. Le lendemain matin, un message de Julien. « Je sais que tu fais ça pour me punir. Mais réfléchis bien. Tu crois vraiment que c'est la meilleure solution ?» Je ne répondis pas. Quelques heures plus tard, un deuxième message. « T'écouter ne nous mènera nulle part. Tu ne seras jamais heureuse en nous voyant souffrir. » Cette fois, je lui répondis. « Tu n'es pas obligé de souffrir, Julien. Tu as eu toutes les chances du monde. Tu as fait ton choix. Maintenant, assume-le. » Pas de réponse. Jour de l'évaluation immobilière. Je me rendis à la maison avec l'agent immobilier. Quand j'arrivai, mes parents et Julien étaient là, comme si leur présence pouvait me faire changer d'avis. Ils se tenaient près de la porte, la mine défaite. L'agent commença son travail, prenant des notes, mesurant les pièces, inspectant la structure. Pendant ce temps, ma mère tentait de m'amadouer. « Émilie, si tu vends cette maison, on n'aura nulle part où aller. » Je haussai un sourcil. « Ah oui? Et Julien? Il ne vous avait pas promis un avenir radieux avec ses investissements? » Mon père, silencieux depuis le début, baissa la tête. Julien, lui, serrait les poings. « Tu crois être meilleur que nous, hein? » lâcha-t-il avec mépris. « Mais la vérité, c'est que tu es juste amère et rancunière. » Je me tournai vers lui lentement. « Amère et rancunière? Dis-moi, Julien. Comment tu réagirais si on t'avait volé 175 000 € et trahi de la pire des façons? » Il détourna le regard. « C'était pas censé arriver comme ça, marmonna-t-il. Mais c'est arrivé. » L'agent immobilier termina son évaluation et me lança un regard satisfait. « Bonne nouvelle, mademoiselle. Vu l'emplacement, cette maison vaut plus que ce que vous avez payé. Si vous vendez maintenant, vous ferez un beau bénéfice. » Je souris. « Parfait. » Mes parents blêmirent. Julien serra les dents. «
Il savait que c'était fini. Une semaine plus tard, j'annonçai officiellement la vente de la maison. Le lendemain matin, ma mère débarqua chez moi. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Ne fais pas ça, Émilie, murmura-t-elle. On est ta famille. » Je la regardai un long moment. Puis je répondis calmement. « Une famille ne fait pas ce que vous m'avez fait. Mais, on peut tout arranger. » Je haussai un sourcil. « Non, maman. Vous avez eu toutes les chances de faire les choses bien. Vous avez choisi de me trahir. Maintenant, c'est moi qui choisis. Et je choisis de vous laisser gérer les conséquences de vos actes. » Elle éclata en sanglots. Mais cette fois, je ne ressentis ni peine ni culpabilité. Je fermai la porte, la laissant seule avec sa détresse. Quelques jours plus tard, je signai l'acte de vente. J'avais vendu la maison à un promoteur qui comptait en faire des appartements de luxe. Quand ma mère et Julien l'apprirent, ils étaient dévastés. Mais moi, je me sentais libre. Libre de ne plus être leur solution miracle. Libre de ne plus porter leur fardeau. Libre de vivre pour moi. Le lendemain de la vente, ma mère m'envoya un dernier message. « Tu as gagné, Émilie. J'espère que tu es fière de toi. » Je souris en regardant l'écran. Puis, sans hésiter, je supprimai le message. J'avais gagné, oui. Mais surtout, j'avais repris le contrôle de ma vie. La signature finale venait d'avoir lieu. La maison n'était plus à moi. Je m'étais battue, j'avais récupéré mon bien, puis j'avais décidé de m'en débarrasser. Ce chapitre de ma vie était officiellement clos. Je me tenais debout devant le grand bureau du notaire, les documents en main, le cœur étrangement léger. « Félicitations, mademoiselle », déclara-t-il avec un sourire poli. « L'acquéreur procédera au paiement dans les prochains jours. » Je hochai la tête. « Merci. » En sortant, je regardai mon téléphone. Rien. Pas un appel, pas un message de ma mère, de mon père ou de Julien. Ils avaient compris que j'étais allé jusqu'au bout. Ils savaient que cette fois, ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je montai dans ma voiture et mis la radio. Une chanson entraînante passa, et, pour la première fois depuis des mois, je me sentis légère. Le paiement fut officiellement transféré sur mon compte bancaire. Je consultai mon solde et laissai échapper un sourire. Non seulement j'avais récupéré mon argent, mais j'avais même fait un bénéfice. 175 000 € investis. 230 000 € récupérés grâce à la vente. Ce simple chiffre me fit prendre conscience de tout le chemin parcouru. Avant, je donnais tout à ma famille, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, je choisissais de ne plus jamais être leur bouée de sauvetage. Alors, je fis quelque chose que je n'aurais jamais osé avant. Je bloquai leurs numéros. Maman, papa, Julien. Tous. Je ne voulais plus d'excuses, plus de supplications, plus de manipulation émotionnelle. Ils ne faisaient plus partie de ma vie. Un matin, alors que je savourais mon café sur la terrasse de mon nouvel appartement, un magnifique loft baigné de lumière, bien loin de l'ambiance oppressante de l'ancienne maison, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Par réflexe, je décrochai. « Émilie ?» Je reconnus immédiatement la voix. « Ma mère. Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je froidement. Un silence pesant. Puis, sa voix tremblante. « On va être expulsés. » Je ne ressentis rien. Aucune pitié. Aucune compassion. « C'est triste, » dis-je d'un ton neutre. « Émilie, s'il te plaît. On n'a plus d'argent, et Julien ne trouve pas de travail. Je ne vois pas en quoi c'est mon problème. Mais nous sommes ta famille. » J'eus un rire amer. « Non, maman. Une famille ne trahit pas l'un des siens pour un profit égoïste. Une famille ne falsifie pas une signature pour voler. » Elle se mit à pleurer. « Tu nous tournes le dos, alors ? Après tout ce qu'on a fait pour toi ? Après tout ce que vous avez fait pour moi ? » répétai-je, incrédule. Puis, je soupirai. « Maman, je vais te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Elle renifla.
Je n'ai plus rien à vous donner. Ni argent, ni attention, ni énergie. Mais, je vous laisse gérer vos propres erreurs. Bonne chance. Et cette fois, je raccrochai définitivement. La vie sans eux était paisible. Je n'avais plus à me soucier de leurs problèmes constants. Je pouvais enfin penser à moi. J'avais quitté mon ancien emploi et accepté une offre dans une entreprise plus prestigieuse, avec un salaire plus élevé et des horaires plus flexibles. J'avais recommencé à sortir, à voir mes amis, à voyager. Un soir, alors que je dînais avec quelques collègues dans un restaurant chic, une conversation attira mon attention. « Vous avez entendu parler de cette famille qui a failli perdre leur maison après une escroquerie ?» dit une femme à sa table voisine. Je tendis l'oreille. Apparemment, le fils avait hypothéqué la maison de ses parents sans leur dire, et ils se sont retrouvés à la rue. Mon cœur rata un battement. Il parlait de ma famille. Un homme secoua la tête. Ces histoires de famille, c'est toujours compliqué. Mais franchement, ce type a eu ce qu'il méritait. Un sourire discret se dessina sur mon visage. Les gens connaissaient la vérité. Et ça, c'était une revanche bien plus douce que n'importe quelle autre. Je reçus un dernier message de mon père. On a quitté la maison. Julien est parti chez des amis. Ta mère et moi avons loué un petit appartement en périphérie. Je voulais juste te dire que je regrette. Pas seulement pour la maison, mais pour tout. Je comprends aujourd'hui que nous avons été injustes avec toi. Et je ne te demande pas de nous pardonner, mais je voulais que tu le saches. Je restai un long moment à regarder ces mots. Mon père, d'habitude si distant, venait enfin de reconnaître ses torts. Mais ce qui me surprit le plus, c'était que je ne ressentais ni colère, ni rancune. J'avais fait mon deuil de cette relation. Alors, je tapai une réponse courte. Merci pour ton message. Je te souhaite de trouver la paix. Puis, je l'envoyai et éteignis mon téléphone. J'étais libre. Enfin. L'air du matin était frais, et une légère brise faisait danser les rideaux de mon nouvel appartement. Cela faisait maintenant 3 mois que j'avais coupé les ponts avec ma famille. 3 mois sans drame, sans appel désespéré, sans manipulation. 3 mois de liberté. Je m'étais habitué à cette nouvelle vie, une vie où mes pensées n'étaient plus envahies par l'inquiétude et la colère. J'apprenais enfin à penser à moi. Et, à ma grande surprise, je ne me sentais pas seule. Un matin, en allant au café du coin, je tombai sur une vieille connaissance. Émilie? Je me retournai et vis Mathieu, un ancien camarade de fac que je n'avais pas vu depuis des années. Il avait toujours ce sourire chaleureux et ce regard bienveillant qui le rendait si sympathique. Mathieu. Ça fait si longtemps. Nous nous assîmes à une table, et il me raconta ce qu'il était devenu. Un architecte à son compte, passionné par la rénovation de bâtiments anciens. Et toi, alors? Demanda-t-il. Je souris. Oh. C'est une longue histoire. Il rit. J'ai du temps. Alors, je lui racontai tout. Ma famille, la trahison, le combat judiciaire, la maison vendue, et ma décision de les laisser derrière moi. Il m'écouta sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, le regard sérieux. Quand j'eus fini, il resta silencieux un instant avant de dire. Tu as fait ce qu'il fallait. Vraiment? Parce que parfois, je me demande si je n'ai pas été trop dur. Non, Émilie. Tu t'es protégée. Et ça, c'est une des choses les plus courageuses qu'on puisse faire. Son regard sincère me toucha plus que je ne l'aurais cru. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un validait mes choix sans essayer de me culpabiliser. Et ça fit un bien fou. Les jours passèrent, et je me rendis compte que j'avais envie d'autre chose. Un vrai changement. J'avais passé des années à m'occuper des autres. Il était temps que je pense à mon avenir. Un matin, alors que je feuilletais mon carnet de notes, une idée germa dans mon esprit. Je pris mon téléphone et appelai Mathieu. Tu sais que tu travailles dans la rénovation. Tu crois que tu pourrais m'aider sur un projet un peu fou? Il rit. J'adore les projets fous. Dis-moi,
Je veux acheter une maison et la rénover moi-même. Un silence surpris. Puis, c'est génial. Tu veux quoi exactement? Un petit cottage avec un jardin. Un endroit paisible, rien à voir avec la maison que j'ai vendue. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à trouver ça. Et c'est ainsi que mon nouveau projet commença. Quelques semaines plus tard, je trouvai la maison parfaite. Une petite bâtisse en pierre, entourée d'arbres, avec une grande terrasse et un jardin sauvage qui ne demandait qu'à être apprivoisé. Dès que je la vis, je sus que c'était elle. Loin du passé, loin des souvenirs toxiques. Un endroit qui serait vraiment le mien. Je signai l'acte d'achat sans hésiter. Cette fois, c'était pour moi. Le jour de mon emménagement, Sophie vint m'aider à déballer les cartons. Tu réalises que tu viens d'accomplir un truc énorme? Dit-elle en ouvrant une boîte remplie de livres. Comment ça? Tu as repris le contrôle de ta vie. Et regarde-toi. Tu es plus heureuse que jamais. Je pris une gorgée de café et regardai autour de moi. Elle avait raison. Cette maison représentait un nouveau départ. Les mois passèrent, et je me transformais. J'apprenais à jardiner, à bricoler, à peindre. Je redécouvrais le plaisir simple de lire un livre sur la terrasse, d'inviter des amis à dîner, de profiter du silence sans que mon téléphone ne sonne toutes les 5 minutes. Je ne ressentais plus ce poids constant sur mes épaules. Et un jour, alors que je désherbais un coin du jardin, je réalisais quelque chose d'étrange. Je ne pensais plus du tout à eux. Ma famille. Leur manipulation. Leur drame. C'était comme si cette période appartenait à une autre vie. J'avais réellement tourné la page. Puis un soir, je reçus un dernier message. Un numéro inconnu. Émilie, c'est Julien. J'imagine que tu ne veux pas me parler, mais je voulais juste dire que, je suis désolée. Pour tout. Je ne sais pas si un jour tu pourras me pardonner, mais je voulais que tu saches que je le pense vraiment. Bonne chance pour la suite. Je fixai l'écran un long moment. Puis, lentement, j'effaçai le message. Pas par colère, mais parce que je n'avais plus besoin de cette histoire dans ma vie. Julien n'était plus mon problème. Et pour la première fois, je ressentis une paix totale. Un an après avoir quitté ma famille, je me tenais sur ma terrasse, regardant mon jardin en fleurs. Mathieu était là, assis à côté de moi, une bière à la main. « Tu as fait du bon boulot ici ?» dit-il en admirant les massifs de fleurs et les herbes aromatiques que j'avais plantées. Je souris. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment chez moi. Il me regarda en silence, puis leva son verre. « À ton nouveau départ. » Je levai le mien. « À ma liberté. » Nous trinquâmes, et en cet instant précis, je sus une chose avec certitude. J'avais gagné bien plus qu'une bataille judiciaire. J'avais gagné ma vie. L'histoire d'Émilie est bien plus qu'un simple récit de trahison et de revanche. C'est une histoire de résilience, de force intérieure et de renaissance. À travers son parcours, nous avons vu comment une personne qui a tout donné par amour et loyauté peut être trahie par ceux qui devraient être les plus proches d'elle. Mais nous avons aussi vu qu'il est possible de reprendre le contrôle de sa vie, de se reconstruire et de trouver un chemin vers la paix. Cette histoire nous pousse à réfléchir profondément sur les relations familiales, sur la confiance et sur l'importance des limites. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour ceux que nous aimons? À quel moment devons-nous dire stop et cesser de nous sacrifier pour des personnes qui ne nous rendent pas cet amour? Chacun d'entre nous peut se reconnaître dans une partie de l'histoire d'Émilie. Peut-être que vous avez vécu une trahison, peut-être que vous avez été exploité par des personnes qui profitaient de votre gentillesse. Ou peut-être avez-vous du mal à poser des limites avec des proches qui ne respectent pas vos efforts et vos sacrifices. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Émilie. C'est aussi la vôtre. Alors, maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'injustice et de trahison? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience, car ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres et nous encourager mutuellement. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.
C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à raconter ces histoires pleines d'émotions, de leçons de vie et d'inspiration. Alors, cliquez sur le bouton j'aime, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et partagez cette histoire avec vos amis ou votre famille. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Mais au-delà de cette histoire, il y a une leçon encore plus profonde que nous pouvons tirer. Une leçon qui dépasse les relations humaines, la justice et même la victoire personnelle d'Émilie. Cette leçon, c'est l'amour immense et inconditionnel de Dieu. Dans Jean 3h16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset est l'un des plus puissants de la Bible. Il nous rappelle que, peu importe combien nous avons été trahis, rejetés ou blessés par les hommes, il y a un amour qui dépasse tout. Un amour qui ne trahit pas, qui ne faillit pas, qui ne juge pas selon nos erreurs. Cet amour, c'est celui de Dieu. Dieu nous aime d'un amour si grand qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour nous offrir la vie éternelle. Imaginez un instant, vous avez été rejeté par les vôtres, vous avez souffert à cause de ceux qui auraient dû vous protéger. Vous vous sentez peut-être seul, incompris, abandonné. Mais Dieu, lui, ne vous abandonne jamais. Il est là, prêt à vous accueillir, à vous restaurer, à vous aimer d'un amour pur et inconditionnel. Vous savez, l'histoire d'Émilie aurait pu finir autrement. Elle aurait pu laisser la haine et la rancune consumer son cœur. Elle aurait pu chercher à se venger avec violence, à rendre coup pour coup. Mais elle a choisi un chemin différent. Elle a choisi de se détacher, de se reconstruire, et de se libérer du poids du passé. Et vous, quel choix allez-vous faire? Peut-être que vous êtes en colère contre quelqu'un qui vous a blessé. Peut-être que vous avez du mal à pardonner, que vous ressentez encore la douleur de cette trahison. Mais laissez-moi vous dire une chose, il existe un chemin de guérison. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a connu le rejet, l'humiliation, la trahison. Il a été abandonné par ceux qui étaient censés être ses amis, il a été condamné injustement, il a souffert pour nous. Mais au lieu de répondre par la haine, il a répondu par l'amour et le pardon. Sur la croix, alors qu'il était en train de mourir pour nous, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23h34. Si Jésus a pu pardonner ceux qui l'ont crucifié, imaginez à quel point il peut vous aider à guérir et à pardonner, vous aussi. Mais attention, pardonner ne signifie pas laisser les autres nous marcher dessus. Regardez Émilie. Elle a pardonné, mais elle a aussi mis des limites. Elle a dit « Je ne vous laisse plus me faire du mal ». Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous soyons remplis d'amour, mais aussi de sagesse. Il veut que nous aimions notre prochain, mais il ne veut pas que nous soyons esclaves de la manipulation et de l'injustice. Il veut nous libérer. Alors aujourd'hui, si vous vous sentez perdu, si vous portez le poids de blessures profondes, si vous avez du mal à avancer, sachez ceci, Jésus vous attend. Il tend la main vers vous, il vous dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Matthieu 11h28. C'est une invitation. Une invitation à lâcher prise, à déposer vos souffrances à ses pieds, à laisser son amour vous guérir. Et peut-être que vous ressentez au fond de votre cœur cet appel. Peut-être que quelque chose en vous vous dit « Oui, je veux connaître cet amour. Je veux être libre. Je veux donner ma vie à Jésus. » Si c'est votre cas, alors je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. J'ai été blessé, trahi, fatigué par les épreuves de la vie. Mais aujourd'hui, je choisis de déposer tout cela entre tes mains. Je crois que tu es mort pour moi, pour mes fautes, pour mes douleurs. Je crois que tu es ressuscité et que tu m'offres une nouvelle vie. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis-moi de ton amour, guide-moi sur le bon chemin, et apprends-moi à vivre selon ta volonté. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est le début d'une nouvelle histoire pour vous. Une histoire où vous n'êtes plus seul, où vous avez un Père céleste qui vous aime et qui vous guide. Et si vous voulez en savoir plus sur la foi en Jésus, sur comment marcher avec lui chaque jour, abonnez-vous à cette chaîne. Ici,
Nous partageons des histoires inspirantes, des messages d'encouragement, et surtout, la vérité de l'amour de Dieu. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment, et rappelez-vous toujours, vous êtes aimés, vous êtes précieux, et vous n'êtes jamais seul.